Bonjour, je suis Isabelle Deveau et ceci est une captation audio, pas un film, une captation audio d'un débat. Le mercredi 12 janvier 2022, c'est-à-dire le jour de la sortie du film, Charlotte Gainsbourg est venue présenter son documentaire « Jane par Charlotte » au cinéma Le Méliès de Montreuil. Je ne sais pas s'il est possible de regarder ce documentaire sans se projeter, sans penser à sa propre relation, à sa propre mère. En tout cas, moi, je n'ai pas arrêté de penser à la mienne, en les regardant et en les écoutant, toutes les deux, même si ma relation avec ma mère était très différente de la leur. Leur échange est tellement riche, à la fois très personnel et empreint d'une réserve qui fait qu'on ne se sent jamais voyeur, que c'était un super bonus, cette rencontre avec Charlotte. La salle était pleine, c'était la salle 1, la plus grande de ce grand cinéma d'arrêt-essai. Et j'ai manqué le tout début. Donc l'enregistrement commence à un moment où Stéphane Goudet, le directeur artistique du Méliès, l'interroge sur une séquence où on voit Jane Birkin parler devant un écran, sur lequel sont projetées des images, et ces images contiennent un texte, des phrases, des mots, qui se projette donc sur le visage de Jane. Stéphane Goudet commence par l'interroger sur cette séquence. Merci et bonne écoute. Et donc, premièrement, on veut savoir pourquoi tu t'es dit « Ah, mais c'était peut-être pas le bon choix, tout ça ». Parce que tu vois, tu avais, toi, des réserves. Et j'aime beaucoup la réponse que fait Jane, pour expliquer qu'elle l'aime bien, comme ça. Oui, en fait... J'avais prévu des petites mises en scène, donc il y avait ces films Super 8, il y avait une séquence dans le lit, une autre séquence où je la prenais en photo. Tout ça, c'était un peu prévu. Et cette séquence-là, je me suis dit, ce serait peut-être beau d'avoir des écritures sur elle. Du coup, j'ai écrit des trucs qui n'ont pas beaucoup de sens. Et justement... Ça, c'est pas vrai, mais je vais expliquer pourquoi derrière. Mais... c'est juste pour dire qu'un documentaire, en fait, on n'a pas de deuxième prise. Il y a une prise, et si on se loupe en ayant mis un texte sur son visage, qui la masque à moitié, avec un mot qu'on lit pas trop et qui n'a rien à voir, en fait, je me suis dit, merde, si seulement elle est tellement belle et elle est tellement émouvante à ce moment-là, si seulement je l'avais filmée sans rien, elle avait besoin de rien. Et elle, c'est vrai, m'a répondu... Je me cache, heureusement qu'il y a ces lettres, parce que je peux me cacher un peu derrière. Donc, oui, c'était une contradiction. Alors, petit 1, moi, l'idée que la chanteuse, interprète, actrice se cache derrière les mots des autres, je trouve ça hyper beau, vraiment. Et petit 2, le texte, il dit pas du tout n'importe quoi. Non, il dit pas du tout n'importe quoi. Il y a une espèce de mode d'emploi du film quand même, parce que j'ai regardé au ralenti et tout ça. Hein. En fait, c'est presque une sorte de note d'intention du film, j'ai l'impression. Parce que, attends, je développe juste ça, parce que les mots qu'on voit apparaître, effectivement, il y en a qui sont à moitié sur le visage, on lit pas tout ça, mais je vais quand même citer deux choses. Le premier, c'est qu'il cite les villes, c'est-à-dire Tokyo, New York et chez nous, ou quelque chose comme ça. Le troisième lieu, pas complètement identifié, mais qu'on voit être du côté de la Bretagne, disons, comme ça. Et le mot qui sort, c'est le mot rapprochement. Et en fait, pour moi, c'est une clé du film, vraiment, mine de rien, qui se délivre dans cette scène-là. Parce que la construction générale, d'abord, est fondée sur l'existence de ces trois lieux, ces trois territoires, que la problématique du rapprochement, elle est d'une certaine façon double, puisqu'à la fois, on va se rapprocher de territoires qui vous sont chers, c'est-à-dire qu'on part de Tokyo avec lesquels vous n'avez peu de rapport l'une et l'autre. C'est vraiment une tournée au bout du monde, quoi. New York, pour elle, c'est pas une ville très importante, sauf pour toi. Donc ça l'est un peu pour elle. Mais ce qu'elle en raconte est très fugace, une vie qu'elle n'aime pas tant que ça, tout ça. Et puis tout à coup, on se recentre, littéralement, et donc on se rapproche
de ce qu'on est, de ce qu'on connaît, de son histoire, de ce lieu dont tu veux pas tellement bouger, parce que quand même, bouger, c'est insécurisant. Voilà. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu dis ça, et moi je mets ça en écho avec le début du film où la caméra bouge beaucoup, enfin, et où effectivement, pour le spectateur, c'est un peu insécurisant. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, elle ne s'est pas filmée, on s'est fait avoir. Sachant qu'on ne sait pas tout à fait qui porte la caméra, on ne sait pas tout à fait si c'est toi ou si c'est Jane qui porte la caméra. Et la deuxième lecture de ce rapprochement, évidemment, c'est que vous vous rapprochiez, vous, l'une l'autre. Oui, c'est plus ça que je vois. Et oui. Mais pour moi, en fait, la beauté du film, elle est dans ce double rapprochement, c'est-à-dire de partir de loin, donc de l'image extérieure. On voit Jane en concert dans un pays complètement étranger, avec un petit côté Lost in Translation, parce que quand même, c'est les Japon. Puis en plus, elle se met à parler en français aux Japonais pour leur citer du Gainsbourg dans le texte. On se dit, qui dans la salle comprend? Enfin, donc entre les mouvements de caméra hésitants et le fait que Jane parle entre l'anglais et le français, on se dit, oh là là, il y a un truc de déstabilisation. Et puis il y a, plus le film avance et plus le film trouve son centre, qui a à voir quand même avec votre rapprochement à vous et avec le fait de revenir sur ses bases, c'est-à-dire cette maison que toi, tu voulais pas qu'elle vende et qu'elle quitte. Voilà. Et pour moi, la force du film, elle est vraiment dans ce mouvement d'ensemble. Or, tout ça est dit d'une certaine façon dans ce texte projeté sur le visage de Jane. Bon, alors, t'as raison. Ok. Non, mais c'est vrai que le rapprochement, c'est vraiment... Mais c'est tellement inconscient... du début à la fin, et il y a une progression que je vois évidemment, mais qui était pas du tout calculée. Donc c'est compliqué de dire que j'ai eu des intentions derrière chaque chose, parce que c'est pas vrai. J'ai filmé au Japon, je me suis mal débrouillée parce que cette première interview qu'on voit d'elle, je la choque, elle est déstabilisée, donc on la voit tout de suite très émue. Alors que j'ai juste demandé, mais ça, c'est lourd de sens, mais j'ai demandé pourquoi elle n'était pas pareille avec Kate et avec Lou, pourquoi avec moi il y a une distance et une pudeur. Et je disais ça juste parce que je me suis dit, si je fais un documentaire sur elle, il faut forcément que ce soit personnel, il faut quand même que je trouve des questions qui soient pas des questions qu'elle a déjà eues, il ne faut pas que ça ressemble à n'importe quel... n'importe quel documentaire déjà fait sur elle. Du coup, je me suis dit, je vais direct, droit au but. Et j'ai mal fait parce que... mais je regrette pas du tout, mais j'ai mal fait parce que ça nous a arrêtés pendant 2 ans. Elle m'a dit, plus jamais, j'ai pas besoin de ça. Et je comprenais bien, enfin, je ne voulais surtout pas la faire souffrir. Mais je pense que quand on a revu les images au bout de 2 ans, À New York. À New York, elle est venue me voir et je lui ai montré, j'avais pas osé moi-même regarder tellement je pensais que j'avais mal fait. Et on a vu des images qui étaient belles, oui, qui sont loin de nous, mais ça a créé une espèce de, je sais pas, de pays dans lequel on peut commencer parce que justement on n'a pas trop d'histoire. C'est quand même un pays qui, moi, me rappelait beaucoup Kate. À la base, au tout début, je voulais que Tokyo, ce soit Kate, Paris et peut-être la Bretagne, ce soit Lou, et que New York, ce soit moi. Et puis, au fur et à mesure, je me suis éloignée de cette idée. D'abord, Lou n'avait pas envie, elle avait compris que c'était un film que je faisais en tête-à-tête avec ma mère. Du coup, il n'y a pas eu il n'y a pas eu toute la famille que je voulais intégrer, même les frères et sœurs de ma mère, etc. Donc ce faux pas au Japon, ça nous a permis de mal commencer, mais avec une espèce de malaise, de mal-être peut-être de ma part, de maladresse aussi beaucoup, et de cette pudeur dont on parle dès le début, qui fait que c'est un point de départ pas mal en fait, assez intéressant pour qu'on puisse aller vers un moment en dehors du film qui existe aujourd'hui, c'est un moment tellement précieux que j'ai eu avec elle, parce que aussi à mon retour en France, moi j'allais pas bien du tout, je me suis laissée aller dans une dépression, voilà, j'étais pas
je savais pas où habiter réellement. Et elle était une infirmière incroyable, ce qui fait on a compris, enfin, nos rôles ont été très évidents à la fin. Et comme quand on va pas très bien, on n'a pas trop de filtres, je pense que ça m'a permis d'écrire cette lettre que je voulais lui adresser à la toute fin, où je lui dis les choses tellement, enfin très honnêtement. J'aurais peut-être pas pu lui dire face à elle. Il me fallait quand même soit une caméra, soit une oreillette. Mais c'est un vrai rapprochement. Après, depuis que le film est terminé, elle a repris sa vie sur la route. Elle reprend ses concerts. Moi, j'accompagne le film le plus possible. Et je reprends mon rôle d'actrice aussi. Et on reprend nos distances et le fait qu'on a une timidité qui ne bougera pas, en fait. Ça a évolué pendant ces 2 dernières années. Et voilà, un souvenir précieux. Alors, je vais rebondir sur 2 choses. La première, c'est la question de la pudeur. Parce qu'effectivement, elle est présente dans la discussion très très tôt, cette question, notamment sur ce geste incroyable qui est « Est-ce que je peux toucher une dernière fois le corps de ma fille qui est en train de changer ?» que je trouve une scène très très belle, où on a l'impression qu'on est dans une espèce de jeu avec les frontières de la pudeur, et où que peut-être là, il y a un truc qui se despace, mais le fait que toi tu racontes, j'ai essayé aussi avec Alice, et en fait ça marche pas. Et je trouve très très beau comme confidence d'une mère à une fille réciproquement, parce que là, on voit bien que c'est très réciproque en réalité, que c'est pas seulement Jane par Charlotte, mais que c'est aussi Charlotte par Jane qui va se raconter. Du coup, ça déplace la question de la pudeur, et on voit bien que la chose la plus impudique qu'on puisse dire en réalité, c'est « je t'aime » à ses parents, qui vient à la toute fin du film. Oui, et je sais que du côté de mon père, c'est très évident, il était d'une pudeur extrême. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pudique et timide aussi. Du coup, j'ai compris son amour par le biais de chansons, d'interviews, d'un film. C'est des souvenirs magiques aujourd'hui. J'ai jamais douté j'ai jamais eu un manque d'affection, mais j'ai compris que lui avait besoin de ces médias pour faire des témoignages d'amour. Toi, tu viens de dire que tu avais besoin d'une caméra ou d'une oreillette, quand même. Oui, je me suis servi la même excuse. Ma mère, c'est plus c'est pas de la timidité, mais c'est une vraie éducation à l'anglaise où on se dit pas je t'aime, on se prend pas dans les bras. Ça veut pas dire qu'il y a il y a un manque, mais ça veut pas dire que les sentiments sont pas là. C'est que c'est. Pas besoin de le dire. Non, c'est pas ça. Malheureusement, il y a toujours besoin de le dire. Mais c'est que aujourd'hui, ce que je peux expliquer de plus facile, c'est ma mère qui déteste les emojis aujourd'hui. Et parce que c'est tellement, effectivement, c'est tellement sentimental, tellement facile. On met des cœurs partout. Elle déteste ça. Donc elle m'envoie des grenouilles, des ballons, n'importe quoi. Mais c'est sa manière à elle de me faire comprendre quand même qu'il faut pas exagérer non plus. Et ça va avec, oui, son éducation et ce que j'ai retenu moi. Donc j'ai du mal aussi avec tout ça. J'ai besoin d'une oreillette et j'ai besoin d'une caméra. Je reviens sur l'oreillette parce que pour le coup, moi, ça contribue vraiment à mon émotion. Je trouve cette lettre prodigieusement écrite et le plan est très beau. Mais 2, ce que je crois comprendre de ce que raconte le fait d'enlever l'oreillette, c'est que pendant qu'elle marche, elle est censée, ou réellement, elle entend le texte de cette lettre qui lui est adressée. Oui. C'est vraiment ça qui s'est passé sur le tournage? Il y Oui. avait le texte et elle l'écoutait pendant qu'elle marchait vers la caméra? Oui, au début, on s'était demandé... J'ai beaucoup travaillé avec Nathalie Canguilhem, qui est une amie très chère, qui m'a aidée sur tous les clips et les images des albums. Mais là, voilà, sur le film, elle n'était pas présente pendant le tournage, mais elle réfléchissait avec moi.
Et on se disait peut-être que je peux appeler ma mère au téléphone, faire que, en fait, on soit centré sur ma mère, mais qu'il y ait un message que je puisse lui faire passer. Du coup, l'oreillette, c'est devenu un peu artificiel. Moi, j'aurais aimé... Il y a eu une version du film où ça s'arrêtait avant qu'elle elle enlève l'oreillette, parce que je trouvais ça un petit peu long, le temps. Je me suis dit, on n'a pas forcément besoin de comprendre que c'est une oreillette. Finalement, et c'est Yvan qui me l'a dit aujourd'hui encore, que c'est super en fait de comprendre, parce que on vous met dans la confidence. Au début, on peut penser que c'est une voix off. En fait, non, c'est vraiment ce qui s'est passé. Elle n'était pas prévenue, mais comme tout en fait, avec un documentaire, effectivement, c'est que des premières prises, c'est que des surprises, des accidents. Quand on prévoit un truc, c'est pas forcément très intéressant. Ce qu'on a fait à New York, c'était une manière de nous retrouver, d'être douce, qu'elle comprenne que vraiment je voulais la soigner. Mais au final, c'était pas ça le plus intéressant. C'était le Japon et c'était la France quand d'un seul coup, toutes les barrières tombent et on s'est dit beaucoup de choses. Elle a été d'une générosité démente parce que pour elle, je me suis pas souvent mis à sa place. En fait, elle savait rien. Elle m'a fait confiance sur... D'abord, elle m'a donné du temps sans limite. Et puis, les sujets, elle s'est laissée... Elle m'a laissé naviguer et elle s'est laissée faire tout en répondant à toutes mes questions. À la fin, elle parlait de la mort, du manque, du deuil, de la vieillesse, tous les sujets qui sont quand même des sujets délicats. Tout ça je sais pas, il y avait une espèce d'ouverture et de grâce qu'elle m'a offert. Alors, on va passer la parole à ça dans 2 minutes. J'insiste juste sur la question de l'oreillette, parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment une très, très belle idée. Je suis vraiment d'accord avec Yvan. D'abord parce que c'est une voix qu'on n'est pas censé entendre, l'oreillette. C'est une voix intérieure, en fait. Et donc, oui. Le fait de jouer sur la voix de l'intérieur qui, en même temps, se donne à lire au public dans le côté lettre ouverte, littéralement, c'est une très, très belle idée. Puis ensuite, la position même de l'oreillette, elle intègre le corps de la mère, quoi. C'est ça, pour le coup, c'est quand même un geste qui n'est pas exactement rien, de mettre sa voix dans le corps de sa propre mère. Il y a un truc que je trouve très joli, vraiment. Moi, j'ai pas du tout réfléchi à ce point. C'est beaucoup plus naïf et spontané. Et bien sûr, ça me touche qu'on puisse y voir des clés. Ma monteuse m'a dit, mais tu te rends compte, le plan où on voit le chou-fleur, c'est ton père. Sauf que c'est un artichaut, même. Excuse-moi. Je sais. Mais pour elle, c'était... Non, mais ma version à moi, elle tient vachement mieux. Et il y a plein de petits accidents. J'en ai pas relevé énormément, mais ce que j'ai vraiment remarqué, c'est dans une chanson, justement, on a du mal à se dire « je t'aime ». Il y a, dans les paroles de la chanson de mon père, elle me dit « je t'aime ». Je suis ailleurs, je regarde... je sais plus, je détourne la tête, et puis je lui dis je t'aime, et elle s'éloigne, et Philippe Le Richomme lui dit non, reviens. C'est drôle, ça a beaucoup de sens, et c'est la magie de ce genre d'aventure, en fait. Alors ça a beaucoup de sens, je triche, j'en rajoute une. Parce que ce qui est frappant dans les entretiens que donne Jane autour de la sortie du film, c'est qu'elle avait beaucoup d'appréhension, qui explique sans doute les 2 ans de suspension du projet, du tournage, tout ça. Et elle disait, j'ai peur qu'elle me fasse une espèce de droit d'inventaire, j'ai peur qu'elle me fasse des reproches, j'ai peur que... Et en fait, le film n'est pas du tout là-dedans, elle dit ça d'ailleurs dans un entretien, j'ai peur que ce soit un règlement de compte. C'est ce qu'elle a cru au départ. C'est ce qu'elle a cru, ouais. Et en fait, ce qui est très beau, c'est que autant le film n'est pas du tout là-dessus, mais vraiment, je ne crois pas qu'il y a l'ombre d'un reproche en réalité. En revanche, il arrive à porter, notamment grâce à cette séquence du début, là, japonaise, ben précisément ça, la peur de l'autre, le fait de se dire qu'on est peut-être un tout petit peu quand même étrangères l'une à l'autre. Et donc, comment on fait précisément pour se rapprocher? Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus proche qu'une oreillette dans son oreille? Et de non-dit, oui. Ouais. Et donc, cette séquence, elle est en réalité vraiment décisive aussi pour ça. C'est-à-dire que
le film va mettre 1h30 à provoquer la possibilité d'une écoute totale, symbolisée par cette oreillette. Mais oui, mais ce qui est drôle, c'est que d'abord, on ne savait pas que ce plan serait le plan de fin. On ne savait pas, évidemment, que le Japon serait forcément au début. On a commencé le film, le premier montage, celui que ma mère a vu d'ailleurs assez tard. Et Yvan, d'ailleurs, est venu à cette même projection. Il y avait tout le démarrage du film que j'aimais beaucoup, mais qui était vraiment comme une captation de concert. Donc avec le côté backstage, mais beaucoup, elle, filmée sur scène. Et Yvan m'a dit, mais on ne comprend pas ce que tu fais, en fait. Tu mets du temps à... Enfin, on est heureux d'un seul coup quand ça devient personnel. Pourquoi tu as besoin de filmer le concert et le côté pro? Ça m'a vraiment aidée parce que j'ai compris qu'il fallait rentrer tout de suite dedans. Être tout de suite personnel, voilà, dire ce que j'avais, enfin, être la plus sincère possible dès le départ. Et ça a beaucoup changé, je trouve, l'impression du film. En tout cas, ça a fait que je me reconnais complètement. Mais ça, le montage aussi, Tianès Montassé, qui a été ma monteuse, est incroyable parce que je pense que tous les gens autour, en fait, m'ont permis d'être spontanée, d'y aller avec des idées, bien sûr, des mises en scène, mais d'être sans trop de calcul, sans organisation réellement. C'est elle qui organisait les séquences, qui comprenait que telle séquence pouvait se rapprocher d'une autre. Elle comprenait le film que je voulais faire avant moi, mais je pense que je ne l'aurais pas fait si on m'avait donné trop d'indices non plus. Donc c'est assez formidable quand on trouve les bonnes équipes, parce que ça donne beaucoup, beaucoup de liberté. Maxime, qui malheureusement n'est pas là ce soir, qui a le Covid, m'a aidé à justement ne pas avoir de date de sortie, ne pas avoir de pression de quel format ça aurait. Au début, on s'est dit, si ça se trouve, il faut le vendre à Netflix, ça durera une demi-heure, on ne savait pas. Du coup, d'y aller à l'aveugle, à la fois c'est très paniquant, justement de ne pas avoir de scénario et d'avancer en faisant croire aux gens qu'on maîtrise un peu alors qu'on maîtrise rien du tout. Mais c'est une aventure vraiment particulière. C'est vrai que moi, personnellement, j'adore voir les documentaires, mais là, je comprends que ça passe ou ça casse, en fait, un petit peu, il me semble. Oui, il y a une petite précaution pour préparer le spectateur à ça, c'est que le film, au début, met très fortement en scène le fait que tu ne sais pas très faire. Enfin, Ah oui. voilà, que quand même, on s'interroge sur comment on prend le son avec sa fille là, dans la salle de la gare. Le flou, le net, le pied qui ressemble à l'ADN, tout ça. Oui. Il y a une espèce d'avertissement au spectateur sur moi j'en ai jamais fait, on va voir si ça marche. Quoi. Qui marche très bien. Ça nous rend accessible à toutes les formes proposées par le film. Qui veut poser la première question ou première réaction? Ah ben ça peut pas être plus loin. Voilà, le proche et le lointain. Alors, en fait, bonsoir Charlotte. Merci beaucoup pour ce petit bijou, je dirais. Et en fait, je ne sais pas ce que je vais dire. Juste que, voilà. Je voudrais dire que, en fait, l'histoire de la fin, l'image, lorsqu'elle donne l'oreillette, c'est comme si, au détour de tous ces filtres, en fait, qu'on peut voir, de ces scénettes, à la fin, cette déclaration d'amour fait que toi tu rentres vous rentrez dans le champ de la caméra, et là on sent que c'est la mère et la fille qui se rejoignent en fait. Il n'y a plus de filtre, vous vous prenez dans les bras. Et il y a cet effet de toute cette démarche que vous avez eue, c'est un rapprochement. C'est toute une vie avec la rue de Verneuil, avec les concerts, les films. Quand vous chantez la chanson de Jane
Je t'aime moi non plus. Enfin, c'est la balade de Johnny Jane. La balade de Johnny Jane, voilà, et qu'on la sent très très émue. Enfin, c'est tout un défilé de vie qui passe par la caméra, puisqu'on est et dans le public et en même temps avec vous quand vous êtes presque en séance de psychanalyse, je dirais. Et puis à la fin, voilà, il y a cette entrée dans le champ. Vous êtes vraiment toutes les deux et vous vivez votre moment à deux en regardant. Mais c'est vrai que j'ai une amie qui a vu le film et qui m'a dit mais putain, pendant tout le film vous êtes maladroite. Alors moi je la prends comme ça rue de Verneuil, mais j'ai les doigts un peu crispés et enfin à la fin putain vous prenez dans les bras, c'est quand même assez, ça soulage. Mais oui, il nous a fallu un peu de temps et aujourd'hui on est revenu au côté plus maladroit. Ce qui est un peu le commun de... Ce qui est bien, parce que sinon ça voudrait dire qu'on s'est trompé ou qu'on a vécu des choses... Non, c'est vrai, ça veut dire on a nos caractères, on a cette timidité qui s'efface quand on est collé suffisamment longtemps. Et puis, voilà, on reprend nos natures. Vous êtes collés et du coup, ça produit une chevelure commune quand même. C'est deux corps avec une chevelure. Avec Non, il y a un croisé. Il y a un croisé, oui. On n'a pas l'affiche là. Oui. Qui est devenu l'affiche du film, et c'est le moment de saluer les distributeurs du film, Étienne et Sarah. Sont là. Le jour de fête, ils sont là tous les deux. Étienne et Sarah, que j'ai découvert, et j'ai découvert une journée très particulière, parce qu'en tant qu'actrice, on fait un peu la gueule quand on fait la promo. On accompagne un film parce qu'on l'aime, évidemment, on aime le metteur en scène. Mais c'est pas du tout pareil quand on fait une journée avec nos distributeurs, qu'on demande les chiffres à chaque salle, qu'on voit que le matin, pas mal de monde s'est déplacé quand même. Et on fait toute une journée où on accompagne dans différents cinémas parisiens la curiosité des spectateurs et l'énorme énergie de leur travail. En fait, moi j'ai tout découvert. J'ai honte de dire que je fais ce métier depuis que j'ai 12 ans et je me suis contentée d'être actrice. J'ai eu un petit peu la découverte de l'envers du décor, bien sûr, quand Yvan était metteur en scène, parce que je voulais que ça marche pour lui et voilà, c'était sentimental. Mais de voir toutes ces étapes, en fait, de la préparation, j'en ai pas eu beaucoup, mais le montage, le mixage, l'étalonnage, d'être pris à un festival, tout ça avec l'émotion justement de... Je vais pas dire metteur en scène parce que je me considère pas comme metteur en scène, mais en tout cas c'est mon film, oui. Et après d'être accompagné par des distributeurs, puis dans peut-être d'autres pays, monsieur de la salle, et des rapports avec voilà, les gens qui font vivre le cinéma. C'est vrai qu'en tant qu'acteur, on a le luxe de pouvoir survoler. Et là, j'ai beaucoup de plaisir à atterrir un peu et voir un peu plus loin. Bonsoir. Merci d'abord et bravo. C'est magnifique, vraiment. C'est plein de vérités, plein de silences qui disent plein de choses. Et en fait, j'aurais voulu savoir... Alors, je ne sais pas si je vais réussir à poser une question claire, mais je vais tenter. Comment on fait pour gérer le fait qu'on puisse être la seule personne, en fait, à pouvoir réaliser un film aussi personnel, intime, parce que vous êtes la seule personne qui la connaît de cette façon. Et en même temps, comment on fait pour que cette personne, c'est-à-dire Jane, se confie à sa fille?
de cette façon-là, sans qu'il y ait une gêne, toute cette pudeur dont vous avez parlé, et qu'au bout d'un moment, il n'y ait plus cette pudeur? Est-ce que c'est des heures de rush? Est-ce que c'est... Non, il n'y a pas beaucoup d'heures de rush. Justement, ma monteuse, encore une fois, quand je suis rentrée en France et on était à un tiers du tournage, m'a dit tu tournes pas assez. J'ai pas assez de matière pour faire un documentaire. Il faut une centaine d'heures de rush. Je sais pas combien d'heures on a eu au final, mais j'étais loin des 100 heures en tout cas à ce moment-là. Et du coup, elle m'a dit va filmer toi-même, n'attends pas. J'ai eu un super chef-op que j'adore qui s'appelle Adrien Bertol et que j'ai rencontré à New York, qui m'a accompagnée à chaque fois jusqu'à la Bretagne. Mais c'est vrai que c'était très orchestré. Je voulais qu'elle soit maquillée, coiffée, que la lumière soit belle, les beaux cadres. Que ce soit en Super 16 ou en vidéo, mais qu'elle soit rassurée en tout cas sur le fait que je voulais la soigner et soigner son image. Et du coup, j'ai pris une caméra et j'ai demandé à ma mère si je pouvais venir toute seule. En fait, je suis venue avec Jo, ma petite fille, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Je pense qu'elle savait exactement comment elle m'aidait, mais elle avait que 8 ans à l'époque. Elle a joué un rôle presque de médiateur, en fait, parce que, en fait, elle a banalisé complètement l'exercice. Ça m'a permis... Moi, j'ai été très intimidée à l'idée de braquer une caméra sur ma mère, surtout seule à seule. Du coup, ma fille étant là, j'avais pas seulement ma mère, j'avais la grand-mère de ma fille. Et ma mère s'est prêtée au jeu, sans maquillage, sans coiffure. Elle se mettait ses trucs sa pince dans les cheveux, à la cuisine. Elle s'en foutait complètement. Et c'est là la beauté de ma mère aussi. C'est ce visage-là Aujourd'hui, elle s'en foutrait que je dise de vieille anglaise, mais elle a tout ce côté farfelu qu'elle aime beaucoup et qu'elle entretient. Donc, c'est une fois que j'ai filmé un peu n'importe comment, grâce à ma monteuse qui m'a poussée, quand je suis rentrée avec ce que j'avais filmé, elle m'a dit, voilà, on a le film. Maintenant, c'est comme ça que ça s'est construit. C'est un patchwork, mais c'est aussi ce qui a fait la nature esthétique du film aussi. Le côté mal foutu et bien cadré, peut-être l'hésitation beaucoup. Et bon, c'était pas ça votre question. Non, si. Si, non, mais au final, j'ai eu ma réponse. En fait, c'est Jo qui a fait que le lien a pu se faire et que la pudeur, quelque part, s'en est allée. Et qu'elle a banalisé, en fait, les questions des rapports qui, parfois, peuvent être tellement compliqués entre une mère et une fille. Mais j'ai pas eu l'impression non plus de révéler des secrets ou de parler de... Il n'y a pas de surprise dans le film. Donc oui, on se rapproche, mais c'est un rapprochement très instinctif et pas... J'ai l'impression qu'il est quand même accidentel, le rapprochement. En tout cas, il n'est pas calculé. Du coup, c'est quand même... Enfin, c'est pas un hasard si on commence au Japon avec cette maladresse et qu'on termine avec un côté plus harmonieux, évidemment, à la fin. Mais au tournage, en tout cas, on ne savait pas dans quel sens les choses seraient montées. Et bon, aujourd'hui, c'est vraiment évident qu'effectivement, on a fait un voyage. Oui. Merci. Il y a quand même 2 sujets plus compliqués que d'autres, peut-être à aborder, peut-être qui prenaient plus de temps. C'est la question de la maladie, du cancer, et la question de la mort de Kate, qui sont quand même des sujets qu'on imagine très très sensibles et dont peut-être vous n'aviez pas eu l'occasion de parler, en tout cas. Aussi, on en a parlé, mais avec le
côté épidermique, parler avec tellement de souffrance que c'était... Oui, c'est vrai que c'est pas des choses qu'on s'explique. Je voulais absolument que ma sœur Kate soit présente, parce que je peux pas parler de ma mère sans cette tragédie. Le fait de perdre un enfant, je pense que... j'ai rien à penser d'ailleurs, mais elle se définit aujourd'hui avec ses bonheurs et ses tragédies, et l'absence de Kate, c'est inévitable. Du coup, je voulais qu'elle soit présente pour moi, mais aussi pour le film, pour ce portrait. Je voulais, en fait, au départ, commencer au Japon, donc avec ce lien à Kate, parce que ma sœur adorait le Japon. C'est d'ailleurs une amie à elle qui m'a suggéré les lieux, et d'ailleurs le lieu de l'interview, qui est un hôtel dans lequel, apparemment, Ozu écrivait ses scripts. Mais bon, ça c'était c'est un détail. En tout cas, cette partie-là était déjà liée à Kate. Je voulais la prendre en photo, prendre ma mère en photo, parce que ça aussi c'était le rôle de Kate. Donc je m'étais mise à l'argentique depuis que j'étais allée à New York, et j'osais un peu m'amuser avec la photo. Du coup, j'ai eu envie de me mettre dans ce rôle-là, tout en sachant que ma mère penserait aussi à Kate, que moi j'aurais beaucoup de mal aussi à assumer ce rôle. Mais je me suis forcée à faire des choses. C'était aussi le fait de... Ça n'a pas été confortable du tout, ce tournage. C'était par moments très gracieux, mais par moments très très angoissant. J'ai eu beaucoup d'angoisse à l'idée de faire ces photos, et pourtant je suis tellement heureuse d'avoir aussi ce regard-là. Je voulais voir sa peau de près, je voulais être... en fait, je m'autorisais des choses pour lesquelles je n'avais pas demandé la permission, mais qu'elle m'a accordée. Donc Kate aussi était présente là. Et puis, je voulais que notre famille de 4, avec mon père, Kate, ma mère et moi, je voulais que ça l'illustrait d'une certaine manière, et c'était un peu impossible de faire sans ces images Super 8 que ma mère avait filmées. Ou, bon, quand on voit ma mère, c'est donc mon père qui filme. Je savais que ce serait douloureux. Je ne savais pas trop à quel point. Et c'est peut-être la limite de ce que du pathos, en fait, que je m'interdisais d'avoir. Je suis allée un peu trop loin, parce que je vois qu'elle souffre. Au début, elle me laisse penser qu'elle va pouvoir parler. Et puis, il y a une image qui est trop dure. Et du coup, elle détourne la tête, et je comprends qu'il faut arrêter. Mais je mets un temps à comprendre qui est un peu... qui me fait un peu honte aujourd'hui. Et en même temps, ça fait aussi partie des moments dont je profite dans le film, et qui sont émouvants, et qui me sont nécessaires aussi. Donc oui, parler de Kate, c'était essentiel. Elle est aussi présente quand on est dans ce lit, toutes les deux, ma mère et moi. En fait, c'est un clin d'œil à une photo que Kate a prise de moi, où je suis dans un lit avec une clope, et c'était les premières photos qu'elle faisait. Et c'est une des photos qu'elle a faites de moi que je préfère. Du coup, on a été toutes les deux dans ce lit. Et pour moi, c'est le moment le plus doux, dont je rêve encore, parce que il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune gêne. On est amusées toutes les deux, on est dans une situation incongrue, et c'est pas léger du tout, parce que bon, quand elle parle de somnifères, pour moi c'est léger parce que j'ai entendu parler de ça toute ma vie, mais quand elle parle du fait d'avoir regardé son plafond pendant 2 ans,
bon, c'est des choses très dures, mais en même temps, je les entends avec... c'est naturel. C'est très évident, en fait. Voilà. Oui, bonjour. J'ai 2 questions, en fait. J'aimerais savoir si le fait que votre maman soit malade, ça a joué dans le déclenchement du film. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que dans 30 ans, votre fille fera un film sur vous et ensuite sa fille fera un film sur sa fille? Je sais pas. Je sais que ma mère m'a dit « Oh, j'aurais tellement aimé faire ça sur ma mère, avoir eu le temps de lui dire. » Du coup, Bon, en tout cas, ça... c'est une manière détournée de me dire que j'ai bien fait. C'est les compliments un peu tordus qu'on peut se faire. Votre première question, c'était par rapport à la maladie. Ma mère en fait, ça dure depuis tellement longtemps. Ça fait 25 ans que j'ai peur d'un coup de fil. Bon, j'ai perdu mon père à 19. Je l'ai appris de manière très particulière. Donc, très, très angoissée, bien sûr, à l'idée de perdre ma mère. Et puis, avec raison. Mais c'est une chose avec laquelle elle vit de manière tellement courageuse. Je sais pas, j'ai pas... Elle en parle comme d'une évidence et comme quelque chose dont... Enfin, voilà, elle a de l'admiration pour ses docteurs, ses professeurs, qui sont incroyables. Mais c'est elle qui est incroyable et je sais parce que je parle à ces professeurs qui disent on comprend pas trop. Oui, elle remonte sur scène en fait. Voilà, personne ne pouvait imaginer et pourtant elle a une force démente. Du coup, juste pour dire que la trouille, en tout cas, on vit avec Lou, moi, le fils de Kate, on est tous assez paniqués et tous ses amis proches aussi. Mais elle nous a montré aussi, à une époque où Kate, Lou et moi, on voulait l'enfermer chez elle, qu'elle dorme, qu'elle se protège, qu'elle prenne soin d'elle, on a compris que c'était tout ce qui la tuait. En fait, elle a besoin d'être sur scène, de partir, d'être en danger. C'est ce qu'elle aime et c'est ce qu'il... Donc, c'était des sujets compliqués à aborder en direct, mais j'ai l'impression que j'en parle parce qu'elle m'autorise. C'est elle qui quand même fait le premier pas et me montre qu'elle est ouverte à cette discussion. Du coup, même quand elle parle quand elle serait plus là, moi c'est quelque chose qui me fige et que à la limite je voudrais refuser au moment du tournage. Et on n'accepte pas d'entendre ça de ses parents. Et d'entendre qu'il y a un après qui va être à envisager et à vivre. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre. Bonsoir. D'abord, merci d'avoir fait ce film. Et puis, je voulais savoir, la musique est très présente, il y a beaucoup de musique, mais elle est un peu... quand vous vous interrogez sur la musique classique pour ne pas payer les droits d'auteur, ça c'est drôle. Voilà, je voulais savoir quelle est la part de Charlotte Gainsbourg, musicienne, dans le film. Non, j'ai eu envie, en fait, je voulais vraiment que mon père soit présent, mais je voulais faire un portrait d'elle. Je ne parle pas de votre père, je parle de vous. Oui, mais j'en viens aux musiques, parce musicienne. Que je ne pouvais pas imaginer ce film sans musique de mon père. Elle en chante sur scène, et donc on en voit.
Mais sinon, je voulais justement pas... Moi, musicienne, ça m'intéressait pas plus que ça. Enfin, en tout cas, les titres que j'ai pu faire, je les ai mis en instrumentaux parce que ça parlait de Kate et de mon père. Mais sinon, je voulais la mettre, elle, en avant. Donc, j'ai pris plutôt des musiques de son dernier album qu'elle a écrit, elle, avec Dao. Je voulais mettre l'accent là-dessus plutôt que... déjà, je voulais pas faire avec des archives où on la verrait... ce que me demandaient les chaînes, en fait. On n'a pas été... enfin, ce que voulaient voir... je ne sais pas si c'est les gens ou les chaînes, c'était justement un documentaire avec plein d'archives, avec des musiques de mon père, avec elle sur scène à 30 ans, à 20 ans. Et je voulais surtout pas ça. Je voulais elle aujourd'hui. Donc, à la limite, le film silencieux, ça m'irait très bien. J'ai eu aussi ma monteuse qui m'a fait comprendre la magie de la musique aussi, avec l'image et comment s'en servir. Donc, oui, ça a été... il y a des moments, moi, le moment derrière le drap, c'est un moment que j'adore, quand ma fille se transforme en elle, et c'est un instrumental que Sébastien, avec lequel j'ai travaillé, je lui ai demandé de me faire une musique pour ce moment-là, et j'adore ce qu'il a fait. Mais voilà, c'est tout. C'est un très beau moment, mais c'est aussi un moment parce qu'il fait le lien avec l'enfance, on joue à cache-cache. Et quand même avec la question de la mort, parce que c'est un drap qu'on met sur le corps de quelqu'un, et derrière, il y a la scène de lit sur les draps. Mais ouais. T'es professeur. Mais oui. Non, je rebondis. C'est toujours mieux en analyse de texte. T'as vu, alors tu viens ou pas? Je glisse quand même une question. À un moment, il y a quelqu'un qui évoque « Mais t'as qu'à mettre une musique de toi avant Bach », là. Oui. Et la réponse est « Mais non, pas du tout, c'est hors sujet. » Mais il y a un autre refus dans le film de toi, qui est le refus qu'elle prenne la caméra pour te filmer toi. Et c'est un peu étrange parce que c'est un moment où on se dit, oui, c'est tellement aussi un portrait de Charlotte que peut-être qu'il va y avoir un retournement et que la caméra va se retourner vers toi. Oui, mais alors là, c'est un moment que je maîtrise pas du tout. J'étais en très grande dépression, donc hyper maigre. Et effectivement, quand elle dit, oui, mais toi, tu as moins de gras, ou je sais pas ce qu'elle dit, tu as moins de protection, tu as froid. Et j'étais tétanisée, donc je voulais juste que ça s'arrête. Je voulais pas qu'elle me filme parce que c'était pas le sujet. Enfin, je comprends aujourd'hui quand je lui dis t'es fière du film, ça te plaît que voilà, je lui envoie des textos avec des réactions de personnes qu'on connaît ou qu'on connaît moins, des témoignages vraiment très touchants. Donc depuis le début, elle me dit je suis tellement fière pour toi. Je suis heureuse pour toi. Comme si, oui, j'avais fait un film aussi sur moi. Et je me sens pas tout à fait honnête parce que c'est pas ce que je lui ai présenté au départ. Au départ, vraiment, c'était un portrait d'elle. Et en fait, je réalise que j'ai voulu poser des questions. Et parfois, c'est plus les questions qui comptent pour moi que les réponses. En tout cas, c'est sa manière d'entendre mes questions et d'être sûre qu'elle a bien entendu. Du coup, oui, c'est un rapport de mère-fille où je veux aussi... Ça, elle me l'a fait comprendre après que le film soit terminé, quand on faisait des interviews. En fait, elle pour te dire à quel point je suis nulle en analyse, elle m'a fait comprendre que je voulais savoir où était ma place. J'avais besoin d'être rassurée sur... oui, quelle place j'avais pour elle. Mais après, elle m'a beaucoup surpris aussi en disant, mais on n'a rien appris l'une sur l'autre pendant le tournage, mais au final, je réalise que moi, je ne savais pas quelle place j'avais pour elle. Pour ma mère, il n'y en avait que pour mon père. Il est mort tellement tôt pour moi que, bien sûr, c'était une grande souffrance et j'en parlais ouvertement, ou bien je n'en parlais pas, mais c'était très évident. Du coup, elle a vu que ça, et elle a pas compris le besoin que j'avais d'elle. Donc ce film, quand même, m'a servi à être claire par rapport à
la place qu'elle occupe pour moi. Dans les entretiens, elle dit ça, et c'est hyper émouvant et sincère comme elle peut l'être. Elle dit ce qui a été troublant pour moi, c'est que pendant des années, Charlotte n'a parlé que de son père dans les entretiens, et du coup, j'avais l'impression que je ne comptais pas pour elle. Et effectivement, le film est une sorte de réponse à ça. Enfin, voilà, ça la remet au centre. Oui. Rebonsoir. J'avais une autre petite question par rapport à la scène dans l'appartement rue de Verneuil, c'est ça? Je sais pas, j'ai peut-être une petite incompréhension, mais en fait, elle n'est jamais retournée dans cet appartement avant ce moment-là. Oui, et moi, alors oui, c'est la seule surprise que j'ai au moment du tournage d'apprendre ça, qu'effectivement, ça fait 30 ans depuis le jour où on l'a sortie de chez lui. En même temps, elle avait tourné, malheureusement, on a perdu elle avait fait un très beau plan séquence du salon tel qu'il était, vraiment pour que ce soit figé dans le temps. Donc ça, voilà, elle y était allée à ce moment-là. Mais sinon, oui, 30 ans sont passés et elle m'apprend ça. Mais c'est pour dire à quel point on a vécu ce manque ou ce deuil que moi, j'ai pas l'impression d'avoir très bien fait, mais chacun de notre côté. Elle sur scène, parce que justement en 91, quand il est mort, elle s'apprêtait à faire une tournée qu'elle a décidé de faire en hommage à lui. Du coup, elle est partie tout de suite en tournée. Et moi, j'ai tout de suite voulu racheter la rue de Verneuil, donc la maison de mon père. On est 4 enfants du côté de mon père. J'étais persuadée qu'il voulait en faire un musée. Du coup, je me suis mis ça en tête. Et puis, en fait, j'ai compris que c'était un lieu dans lequel je me réfugiais, qui était ma manière de pas avancer, justement, et de rester figée. Du coup, moi, j'ai affronté ça comme ça. Et grâce à Yvan, avec qui j'ai habité un mois plus tard. Et donc, chacune, on a vécu ça tellement séparément que, comme la rue de Verneuil, pour moi, c'était une douleur à chaque fois que j'y allais, ou plutôt quand j'en sortais, d'être à nouveau prise par la réalité. C'était vraiment difficile. Je le souhaitais à personne. Bambou, Lulu, mon petit frère, d'autres amis de mon père ont voulu y aller, m'ont demandé. Et bien sûr, c'était ouvert à qui voulait y aller. Du coup, j'étais persuadée que si ma mère avait eu envie, et qu'elle m'aurait demandé. Mais voilà, c'est là les malentendus. Oui. Merci. Après, je l'emmène dans ce lieu. C'est vrai qu'on m'a... J'étais pas sûre de la rue de Verneuil. C'était un peu... Je me brusquais un petit peu justement d'y aller, de lui montrer. Mais c'était aussi parce que, comme par hasard, je rentrais des États-Unis et ce film prenait forme. Et le musée aussi prenait forme. Et du coup, je croise les doigts, le film sort aujourd'hui, donc ça c'est bon, ça sort. Mais le musée est censé ouvrir au printemps. J'espère que ça se fera. Mais c'est vrai que c'est étonnant d'avoir fait un peu une impasse sur la France et un peu ma famille pendant 6 ans, de revenir et de me confronter à ça. Mais en même temps, ça a une certaine logique. Bien, merci pour ce beau film. Je vois dans le titre une sorte d'écho au film d'Agnès Varda, Tchénoubé par Agnès V. Et alors, je voulais savoir comment vous vous placez par rapport à ce aussi très beau film. Et puis au film qui va avec, puisqu'il y a un moment, il est question de ça, il est question de... Enfin, Jane dit, Varda avait raison, il faut capturer.
Oui, c'est vrai. Et puis Kung Fu Master, c'est aussi une manière de capturer et votre adolescence et celle de Mathieu Demy, etc. Oui, c'est vrai. Et puis, seconde question, puisque j'ai le micro, est-ce que vous avez lu le journal intime? J'ai lu que la première partie qui concerne sa vie avec mon père. J'ai pas lu le deuxième. Parce que je sais que ça va de sa rupture. Alors bien sûr, c'est très joyeux avec la naissance de Lou. Et ça va jusqu'à la mort de ma sœur. Du coup, quand même, non, j'ai pas voulu. Mais pour mes questions, en tout cas, concernant le film, je trouvais ça important de lire le premier. J'étais sous le charme de son écriture et de ses anecdotes. Et ce qu'elle m'envoyait aussi parfois par texto, elle m'envoyait des petits passages pour savoir ce que j'en pensais. Voilà. Votre première question, c'était quoi? Oui, Varda. Varda, c'est une grande personne. Elle a eu une telle importance pour ma mère. Moi, en tant qu'adolescente, elle était insupportable parce qu'elle vivait chez nous, rue de la Tour, donc dans la maison que ma mère s'est achetée après la rupture avec mon père. Et elle habitait chez nous, Agnès, pendant des mois et des mois. C'était horrible. Je rentrais de l'école, il y avait toute une équipe. Et je voulais qu'une chose, c'était m'enfermer dans ma chambre. Donc, j'ai pas été comme... Je crois que je l'ai montré à cette époque-là. J'étais pas simple. En tout cas, je faisais pas beaucoup d'efforts. J'ai accepté d'être dans le film. Donc je me souviens plus de mon état d'esprit à l'époque. Je pense que ça m'a fait plaisir. Mais j'ai pas pu profiter vraiment d'un tournage avec ma mère. C'était pas... j'avais pas le bon âge. En tout cas, de faire un clin d'œil à Agnès avec ce titre, oui, ça me touche parce que... Voilà, elle vient de disparaître. Oui, pour moi, elle vient de disparaître. Ma mère était très, très attachée à elle jusqu'à la fin. Vraiment, c'est un vrai personnage, quoi, Agnès. Donc... j'adorais ses films. Et c'est vrai que c'est un documentaire sur ma mère qui est sorti au cinéma. Donc il y a des liens forcément. Mais c'est vrai qu'Agnès voulait faire... En ça, ma mère dit il y a un petit lien. C'est que Agnès a fait un film sur elle, avec des personnages qui la touchaient elle. Et elle a mis ma mère dans ces différents personnages. Et pareil, ma mère me dit, j'ai fait un film aussi sur moi. Donc, d'une certaine manière, on s'est chacune projetée dans nos films. Bon, je ne vais pas me comparer à Agnès quand même. Mais c'est vrai que ma mère j'ai le même amour pour l'enfance, et j'ai revu un court-métrage que ma mère a fait en famille, quand, je ne sais pas, elle doit avoir 12 ans, avec sa sœur, son frère, son père, filmé par sa mère. Et je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Je sais même pas si ça peut se trouver. En tout cas, c'était la magie de se prendre pour des acteurs à cet âge, étant enfant. Et je sais elle s'est dit, quand j'ai commencé avec mon père, avec ce projet de chanter Lemon Incest avec lui, elle s'est dit, il faut qu'elle ait son monde à elle, il faudrait qu'elle ait sa place dans des films. Elle a rencontré, c'était un hasard, Margot Capelier qui était casting, qui cherchait, je crois, un garçon en fait, et elle a dit, mais j'ai une jeune fille à la maison, c'est un garçon manqué, et elle m'a laissé un mot. Du coup, je suis allée faire passer ce casting. Et ça m'a permis de me construire, c'est vrai, en famille avec mon père. Et puis avoir mon monde à moi, si jeune. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait une espèce d'album de jeunesse, quoi. C'est assez magique. Et ma mère est persuadée qu'il faut absolument capturer les enfants, les prendre à cet âge. C'est vrai qu'avec ma petite Jo, je l'ai prise dans des clips. J'ai profité
de la capturer aussi parce qu'elle en avait très envie. On l'a fait aussi avec notre fils. Je l'ai fait dans un clip avec ma fille Alice, mais qui est beaucoup plus sauvage. Donc, elle se laisse moins faire. J'ajoute que ça fait un parallèle aussi avec le Méliès, parce que Agnès était là pour montrer Jane B par Agnès V quand on a baptisé cette salle du nom d'Agnès Varda. Avec toi? Oui, elle a triché au dé. Elle s'appelle Agnès Varda, cette salle. Et ce jour-là, c'est ce film-là qu'on a diffusé. Elle est revenue pour montrer le bonheur. L'autre point commun, c'est que la fille de la programmatrice du Méliès joue dans un film, le rôle principal, alors qu'elle a 10 ans et le montage est en train de s'achever. Et du coup, on passe le parallèle d'une petite fille de 8 ans. Qui est très joliment habillée. Très belle. Merci. J'ai bien aimé le son, je l'ai trouvé très joli et je me demandais quelle musique c'était. Le quoi? Le son de tout le film. Tout le film. J'ai bien aimé. Alors, c'est un mix. C'est ce qui a fait que ma mère était si décontenancée au départ, c'est que justement de se retrouver avec un micro-cravate, à avoir un dialogue très intime et une équipe de cinéma, enfin même si on était très peu nombreux, mais voilà, avoir un son enregistré de nos voix, c'est quelque chose qui l'a beaucoup dérouté au départ. Après, il y a une magie du cinéma qui fait qu'on rend un son bien meilleur, surtout quand on a un ingénieur du son comme moi, qui a mal fait les choses. On m'a rattrapé au mixage. Et le son, c'est très particulier, en fait. C'est un monde. Et j'ai toujours trouvé que les ingénieurs du son étaient un peu fous. Ils sont avec leur casque. Je parle des ingénieurs du son sur un plateau de cinéma. Ils sont avec leurs obsessions. C'est vraiment un monde spécial. Les mixeurs, c'est encore autre chose parce qu'ils vivent dans le noir. Donc c'est vraiment... Le cinéma nous fait rencontrer des gens très particuliers. Et puis après, le son, j'ai eu la chance d'avoir un musicien, artiste, compositeur, qui s'appelle Sébastien et qui a compris le film, a compris justement les moments un peu délicats, un peu d'énergie que je voulais et qui a su les traduire en musique. Merci. Merci à toi. Tu t'es pas ennuyée? Un petit peu, hein? Moi, je suis intriguée par l'absence d'Alice qui est tellement... Qui revient d'Alice. L'absence d'Alice. Ah, l'absence, je croyais l'accent d'Alice. Mais oui, mais elle était aux États-Unis. En fait, je voulais qu'elle soit là. C'est pour ça qu'on parle d'elle. Elle devient présente par son absence. Oui, je trouvais... En fait, j'ai compris ça aussi sur les 3 générations de filles. Je l'ai compris en tournant. J'ai compris aussi que je cherchais un lien entre ma mère, qui est la 2e d'une fratrie de 3, Alice, qui est la 2e aussi d'une fratrie de 3, et moi qui suis la 2e. Voilà, du coup, je cherchais des points communs et j'avais besoin de parler d'Alice. Et j'aurais tellement aimé qu'elle soit dans le film. Elle est venue à Cannes, mon fils aussi. Alors, mon fils, c'est le grand absent. Mais ils sont tous les 3 venus à Cannes. C'était important pour moi qu'ils voient ce film, qu'ils soient témoins de ce moment et de leur montrer le visage de leur grand-mère qu'ils connaissent très bien, mais quand même sa magie, elle s'opère aussi devant une caméra. Et je voulais aussi qu'ils voient tout, le trouble, justement qu'Alice comprenne que le mal-être qu'on a l'une envers l'autre, peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas, il y a eu un moment où, en fait, j'ai compris que c'était pas ma mère le problème, c'est l'âge. C'est un moment délicat d'adolescence où on est empêtré, on se prend pas dans les bras très franchement. Et voilà, je voulais qu'elle... Bon,
très bien compris. Et c'était touchant qu'elle comprenne qu'elle en faisait vraiment partie. Allez, on va prendre l'avant-dernière question. Oui, bonsoir. Merci. C'est magnifique ce film, très très Merci. beau. Je voulais savoir, les objets évoquent beaucoup de souvenirs dans ce film, et par rapport à la caméra que vous utilisez, est-ce que c'est la caméra qu'utilisait votre papa pour filmer des scènes de vacances, et également est-ce que l'autre caméra que vous utilisez, est-ce que c'est une caméra que vous avez achetée ou qui appartenait à votre famille ou... Non, Voilà. il y a rien de justement qu'on s'est transmis enfin, en tout cas ces objets-là. Non, je suis allée acheter une caméra en espérant être un peu plus pro qu'avec juste un téléphone quand il s'agissait d'aller la filmer moi-même. Et la caméra Super 16 en fait appartient à mon chef-op Adrien qui m'a prêté. C'est un objet sublime hein, qu'il faut remonter. Et la texture en tout cas que donnent tous ces supports, je trouve que ça apporte beaucoup en tout cas. Mais non, c'est pas ces objets-là. Par contre, mon père m'a donné l'amour des Polaroids. Je l'ai vraiment eu grâce à lui. J'ai pas son Polaroid, mais je me souviens tellement bien de toutes ces... C'était pas forcément des séances photos, mais il en faisait en une multitude. Il y avait c'est toujours ces cartouches de 10, mais il y avait cette idée d'en faire un maximum. En plus, il y avait aussi cette idée que ça coûtait très très cher. Et l'appareil est... Enfin, j'ai utilisé un appareil qui est le même, qui est celui qui se déplie avec du cuir. Bon. Mais sinon, j'ai fait de l'argentique et je me suis mise à l'argentique après que ma sœur soit morte. Une amie m'a conseillé un Hasselblad que j'adore. Je suis très heureuse de ce moyen d'expression aussi. Merci. Eh bien, bonsoir Charlotte. Bonsoir. Tout d'abord, bravo effectivement pour ce magnifique film. Moi, j'ai été complètement embarquée. C'est merveilleux de voir Jen comme ça dans son intimité. C'est un personnage tellement à part, tellement original, tellement poétique. C'est un vrai bonheur d'avoir vu ça et de pouvoir garder ça plus tard. Et ma question, c'était, est-ce que ça vous a donné envie de réaliser un autre film ? Est-ce que ce soit documentaire ou fiction, est-ce que vous avez eu ce goût de la réalisation ? Volet pour un autre volet, soit sur votre famille, soit sur un sujet qui vous tient à cœur. Bien sûr, je me suis posé la question parce que j'ai eu beaucoup de plaisir, surtout en fin de course. Beaucoup de plaisir et une impression aussi jamais de maîtriser, mais en tout cas d'avoir cet objet qui prend forme. Mais justement, c'est quelque chose qui m'échappe complètement. Et je pense que comme chaque chose que je fais, ça part de... Le point de départ, il est très égoïste. C'est vraiment pour me faire plaisir. Après, c'était une envie de faire plaisir à ma mère, bien sûr, et de partager ce moment. Encore une fois, c'est pour moi. Du coup, j'ai aussi un grand attachement aux premières fois. Et il n'y en aura pas un deuxième comme ça pour moi. Hein. Je ne dis pas le résultat et tout, mais en tout cas, cette expérience pour moi, elle est unique. Alors, j'adorais, et j'y réfléchis vraiment, à me dire, est-ce que je pourrais envisager autre chose ? Il faudrait que ce soit à ce point épidermique,
que ce soit une vraie nécessité. Et pourtant, en fait, j'ai pas envie de me dire que, bon, après elle, je vais m'intéresser à quelqu'un d'autre. Du coup, un documentaire, je suis pas sûre. J'adorerais filmer Yvan, qui lui-même m'a tellement filmé. Je voudrais le regarder. Mais en fait, j'adore ne pas être professionnelle. J'adore ne pas me prendre trop au sérieux. Et je trouve que quand on passe à une mise en scène de fiction, on se doit de se prendre au sérieux. Bon, moi, je vous ai embarqué dans cette salle, mais j'ai eu la chance de ne pas avoir à me prendre au sérieux. D'autres y ont cru pour moi. Et voilà, une fiction, je trouve que ça entraîne plus de responsabilité et une plus grande maîtrise. Si je pouvais faire un film de fiction un peu survolé ou en l'air de rien, qui durerait 4 ans à nouveau, où j'embarque une équipe qui me suit sans trop me demander des comptes. Bon, peut-être. Merci, c'est la plus belle réponse possible. Merci Charlotte Gainsbourg. Merci à toi, merci à